Je suis très heureux de vous accueillir pour cette visioconférence qui va être consacrée au récit du pavillon France. À l'exposition universelle de Dubaï, la thématique Lumière-Lumière va être l'occasion de débattre ensemble de sa référence, de son ouverture et de ses nombreux clins d'œil aussi aux propriétés de la lumière que nous allons explorer à travers les technologies et les idées du futur mises en valeur dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï. Vous avez ici en photo le pavillon France, avec cette thématique de la lumière sur laquelle on va revenir ensemble. La lumière, vue comme un moyen de favoriser la créativité, l'innovation et les opportunités. Dubaï a choisi d'accueillir une exposition universelle avec cet écrin tout à fait innovant de nouveautés, de nouveaux propos sur l'innovation, de rencontres aussi entre les peuples. Et je vous propose de regarder ensemble comment l'exposition représente aussi une boussole créative à travers le passé de Cordemais, l'estuaire de la Loire qui est un formidable écrin qui l'entoure, et plus largement réfléchir aux innovations aussi entre fluviaux maritimes, entre fleuves et océans, puisque les Émirats ont aussi un très grand passé maritime, un passé de pêcheurs de perles qui les a amenés à s'adapter en permanence avec les ressources disponibles. Et l'âge d'or de la perle a été de loin une période extrêmement florissante de mise en réseau, de talents, de savoir, de connaissances avec d'autres cultures, bien avant la découverte de l'or noir. Alors, l'exposition universelle à Dubaï a pour thématique justement de connecter les esprits et de construire le futur. Un futur dans lequel il va falloir créer, il va falloir aussi innover et il va falloir aussi collaborer. Vous avez ici maintenant le site de l'exposition universelle de Dubaï, tel qu'il a été pensé en 3 districts différents. Un district mobilité, ça a vraiment un sens par rapport à la relation aux innovations fluvio-maritimes qui ont rythmé le débouché de la Loire, de l'estuaire sur l'océan. Un district opportunité, réfléchir aussi à l'approche en lien avec le district durabilité, qui est ce 3e district. Réfléchir collectivement au prisme homme-nature, à la manière dont aujourd'hui, à travers le biomimétisme, à travers les propriétés de la lumière, il est peut-être possible de trouver de nouvelles opportunités pour façonner l'avenir. Dubaï a voulu aussi déployer des mobilités qui soient performantes pour les voyageurs, les visiteurs. Et ici, vous avez en photo la gare de métro, dernier cri, qui a été justement conçu et qui permet aux voyageurs qui arrivent de l'aéroport de Dubaï, en 1 heure de transport, d'arriver sur le site de l'exposition universelle. Ce métro est le fruit d'un consortium franco-japonais qui associe à la fois le français Keolis et le japonais Mitsubishi. Dans la dimension mobilité mise en avant à Dubaï, a été aussi déployé un vaste réseau de bus gratuits qui permet aussi d'être efficacement relié aux différents pôles des Émirats, y compris l'aéroport d'Abu Dhabi, ce qui est extrêmement pratique pour les visiteurs. Comment résumer l'expérience de l'exposition universelle et qu'est-ce qu'il est possible d'en retenir? Je dirais que c'est 192 façons de voir le monde. 192 États du monde entier participent, se sont impliqués, mobilisés dans cette exposition universelle à travers des pavillons nationaux, auxquels s'ajoute un certain nombre de pavillons thématiques. Et c'est une façon d'explorer le pouvoir des connexions qui existent entre l'ensemble de ces pavillons nationaux pour déployer de nouvelles solutions en matière de futur, mais aussi en matière de coopération.
Et toute cette prospective, elle est à la fois enrichie par un volet architectural, c'est l'architecture des pavillons, euh, qui fait aussi également écho aux audaces architecturales que nous avons su inventer dans l'estuaire de la Loire, et que de nouvelles structures, je pense à Terre Estuaire, utilisent également comme vecteur de médiation avec des visiteurs et même de vulgarisation scientifique. L'architecture occupe une place de premier choix dans le cadre de l'exposition universelle de Dubaï, la culture aussi à travers des performances créatives, et enfin la place centrale de l'innovation, parce que 192 pavillons du monde entier sont là pour mettre en valeur le génie créatif des hommes, en particulier lorsqu'ils travaillent ensemble. Ces 192 façons de voir le monde sont aussi une manière d'amener l'homme ou la femme, bien entendu, à réfléchir au rôle des technologies et des idées du futur pour construire un monde plus équilibré et plus harmonieux. Je vous propose un peu d'histoire et de revenir au grand passé de ces expositions universelles depuis 170 ans, euh, dans lequel, que ce soit en Europe ou de l'autre côté de l'Atlantique, ces grands rendez-vous ont aussi été l'occasion de matérialiser des découvertes et de les faire connaître auprès du grand public. Ici, vous avez la première exposition universelle, 1851. Elle se déroule à Londres, au Crystal Palace. Crystal Palace qui occupe un lieu qu'il est toujours possible de visiter aujourd'hui, qui est Hyde Park. Au fur et à mesure, les expositions universelles ont accueilli de nombreuses découvertes, des mises en lumière de premiers prototypes, d'objets, de technologies, d'innovations, de savoir-faire. Quelques exemples ici qui apparaissent dans le domaine des ordinateurs. En particulier, je repense à Century 21, qui s'était déroulé à Seattle, aux États-Unis, une ville jumelée avec la ville de Nantes, et qui avait émerveillé les visiteurs en dévoilant un ordinateur d'IBM qui répondait à l'époque aux commandes vocales. Bien avant les ordinateurs, ce sont aussi les téléphones qui ont fait leur apparition, avec les premières démonstrations de Alexander Graham Bell. Et l'exposition universelle qui s'est déroulée au Japon en 1970 avait offert la première occasion de découvrir ce que la technologie des téléphones mobiles avait à offrir. Nous sommes dans une région agroalimentaire très importante, et l'alimentation, et en particulier les innovations alimentaires, ont bénéficié du rayonnement autour des expositions universelles pour faire leur premier, pour certaines innovations, faire leur premier début. C'est le cas notamment du popcorn, du ketchup, lors de l'exposition de Philadelphie, 1876, mais aussi de cônes de crème glacée qui sont apparus, en particulier pour les visiteurs qui patientaient et faisaient la queue sur les différents pavillons de l'exposition universelle de Saint-Louis, qui s'est déroulée dans le Missouri en 1900. Alors, quelque chose qui fait directement écho avec l'histoire de France, c'est l'architecture, qui a été aussi un formidable écrin pour mobiliser des compétences, des ingénieries de projet exceptionnelles. Et au moment où on annonce que la Tour Eiffel va, dans son architecture, être étendue de plusieurs mètres, liée à la pose d'une nouvelle structure à son sommet, eh bien, le 22 février dernier, la consul de France à Dubaï, Nathalie Kennedy, a inauguré un escalier, pas des moindres, escalier originel de la Tour Eiffel, dans un parc, un écrin de verdure au sein de l'exposition universelle, en présence de plusieurs personnalités, et avec un passage de témoin extrêmement intéressant concernant un ami de Gustave Eiffel, Jeanne Adore, qui a été un négociant dans le commerce du thé établi à Marseille, et qui avait identifié toute l'importance des échanges avec le Levant et avec le Moyen-Orient. Ce qui montre à quel point les grandes villes du monde et les territoires sont aussi en capacité de dialoguer, de partager des idées, des inspirations, des savoirs.
Derrière elles, les expositions universelles ont laissé des structures historiques. Nous avons parlé du Crystal Palace, 1851, première exposition universelle au Royaume-Uni. Et ensuite, l'exposition universelle de 1889 s'inscrit dans ce rayonnement architectural avec la Tour Eiffel, qui n'a pas été populaire immédiatement. Et certains avaient fait campagne pour son démantèlement après la fermeture de l'exposition. Je rappellerai ici quelques éléments architecturaux qui ont marqué des villes et des grandes capitales. La Grande Roue de Chicago, 1893, l'Atomium à Bruxelles, 1958, la course à l'atome et la course aussi à la vitesse, puisque l'Atomium, qui est encore largement visible à Bruxelles, présentait les ascenseurs à l'époque les plus rapides de la planète. Seattle, sur la côte pacifique des États-Unis, jumelée avec Nantes, avait innové à travers une tour de très grande hauteur que vous voyez en photo sur la gauche, qui est Space Needle, et qui reste aujourd'hui un élément central de la ville, avec un quartier tout autour qu'il est possible de visiter, des fondations qui existent toujours, la proximité avec la fondation Bill et Melinda Gates, et puis sur l'exemple de Dubaï, c'est un dôme autoportant qui est la place centrale qui s'appelle Awazal Plaza. Alors le pavillon France, que vous voyez ici en photo, dans son décor nocturne, est tout à fait insolite à travers un thème qui en constitue la colonne vertébrale, lumière-lumière. Il faut y voir un récit qui a plusieurs références. D'abord, rappeler que les propriétés de la lumière sont un moteur clé d'innovation scientifique et technique, connu depuis l'Antiquité. Mais c'est dans le milieu marin, en réalité, qu'on trouve le plus d'animaux lumineux, puisqu'une étude d'exploration publiée en 2017 a révélé de manière étonnante que les 3/4 des espèces marines vivant entre la surface et 4000 mètres de profondeur étaient luminescents. Vous avez peut-être en tête justement des noms d'animaux luminescents, des souvenirs peut-être aussi de 20 milieux sous les mers, de Jules Verne, des traces qu'il a laissées aussi sur les bords de Loire. Et je pense que Terre d'Estuaire est aussi un formidable site qui nous invite à rêver, à repenser notre relation et le prisme homme-nature et de découvrir aussi de nouvelles aversions au risque et à la découverte. Terre d'Estuaire, nous sommes effectivement à Cordemais dans, en quelque sorte, le pays de Jules Verne, avec l'aménagement des marais, on pense également aux roselières, l'écosystème très particulier qui concerne l'estuaire, et aussi un formidable écrin pour réfléchir à la lumière. La lumière qui est aussi très fortement un moteur d'innovation technique. On pense en particulier aux frères éponymes qui ont inventé la photographie et le cinéma avec des innovations totalement inédites. Et je voudrais notamment rappeler l'importance qu'avait constitué l'achat, l'acquisition et la rénovation d'un moulin des frères Lumière pour produire une fécule de pommes de terre très fine, qui était un ingrédient nécessaire à l'émulsion photographique, qui montre à quel point notre patrimoine naturel agricole peut être aussi d'un très grand renfort, y compris pour développer de nouvelles industries. Et c'est ce passage de témoin entre les deux ces deux univers qui présentent tout à fait un intérêt aujourd'hui, un intérêt pour imaginer de nouvelles expériences
L'industrie magnifique, à ce titre, est une initiative alsacienne qui pourrait tout à fait inspirer la Loire-Atlantique à travers un programme extrêmement intéressant de mise en relation entre des artistes, des designers et des grandes industries du territoire. Et cette rencontre des mondes artistiques et industriels est là aussi pour susciter un nouveau dialogue, une médiation, en y associant bien entendu des citoyens et les visiteurs de ces nouveaux espaces. Alors, presque 4 siècles après le traité du monde et la lumière de Descartes, l'intérêt aujourd'hui de Cordemais et bien d'autres territoires est de profiter pleinement de ce mariage paradoxal d'une industrie lourde et d'un respect du patrimoine tant agricole que naturel. Quelques photos qui apparaissent ici, Terre d'Estuaire et la fameuse nacelle de Jules Verne qui offre une vue imprenable à la fois sur le fleuve mais aussi très largement sur l'hippodrome. Alors, un discours extrêmement fort du Corbusier qui a marqué aussi beaucoup de villes et de projets d'aménagement en Loire-Atlantique, la Cité radieuse à Rezé, le quartier des Facs à Nantes. Eh bien, ce que Le Corbusier décrivait comme une solution à tous nos étouffements, c'était de bâtir le troisième établissement humain qu'il appelle industriel et auquel nous n'avons jamais totalement imaginé la place et qui s'est glissé finalement surnoisement dans nos villes, les a dénaturés, gonflés jusqu'à l'éclatement rendu tentaculaire. Alors, comment Lumière entend véhiculer un message sur la durabilité? Je vous ai rappelé qu'il y avait 3 districts au sein de l'exposition universelle, un district mobilité, un district opportunité, un district durabilité. Et bien, autour de ces 3 composantes, le pavillon France, dont vous avez ici une photo, une reconstitution de la maquette, que je voulais vous montrer parce que les ardoises photovoltaïques de ce pavillon sont en réalité inspirées des nymphéas de Monet. Ces ardoises que vous voyez, bleues et vertes, et qui offrent un parallélisme étonnant au voyage de l'ardoise et qui nous amène aussi à redécouvrir ensemble le parcours de l'impressionnisme, cette façon d'avoir un regard extrêmement détourné et de ne surtout pas regarder l'aspect conceptuel et figé des choses. Et ces lumières aux portes du désert ont vocation justement à penser notre rapport à la nouveauté, aux découvertes, imaginer aussi de nouveaux paradigmes. Et c'était précisément l'ambition des philosophes Diderot et Lambert à travers l'encyclopédie, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers qu'il est possible, qui est exposé dans le cadre du pavillon France. Rappelez pas très loin que dans le Grand Ouest, nous avons aussi des traces exceptionnelles de cette exposition universelle. Je voudrais rappeler l'importance du parc oriental de Montlévrier dans le département du Maine-et-Loire, qui est devenu le plus grand parc jardin japonais d'Europe, 29 hectares. Et son architecte, Alexandre Marcel, s'était beaucoup inspiré de moules qui provenaient de l'exposition universelle de 1900, où il avait été chargé de plusieurs pavillons, celui du Cambodge, celui de l'Espagne et celui de la Compagnie des messageries maritimes, qui s'appelait Pavillon, qui portait le titre de Panorama du Tour du Monde. Alors, d'autres innovations sur le biomimétisme. Ici, vous avez l'exemple du pavillon Belgique qui a fait un pari exceptionnel à travers une structure en bois. Et puis, regardons aussi d'autres pavillons. Le pavillon ici des États-Unis, qui a un sens peut-être par rapport à notre sujet, parce que 3 thèmes ont été retenus au sein de ce pavillon: la mobilité en action, la liberté de construire le futur et l'idée de considérer que le ciel n'est plus la limite. Alors, c'est une référence aux innovations spatiales, mais là encore, la lumière occupe aussi un champ extrêmement intéressant à découvrir. Cet esprit de découverte qui a rythmé chacune des expositions universelles a été l'occasion aussi de réveiller et de montrer au grand public
des commodités, de nouvelles expériences modernes, des friandises. Alors, citons certaines d'entre elles, l'Exposition universelle de Chicago, 1893, la mise en valeur de l'électricité, la grande roue et la fermeture éclair. 1901, l'exposition panaméricaine de Buffalo avec la mise en valeur de l'appareil rayon X. 1904, exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri avec l'apparition du cornet de glace et du hot dog. Et puis, c'est le poste de télévision qui a fait son apparition lors de l'exposition universelle de New York en 1939. Alors aujourd'hui, le Moyen-Orient est une zone d'influence très très forte. La présence américaine y est particulièrement importante. Dans tous les pays du Golfe, que ce soit les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Koweït, le Qatar également. Et finalement, les Européens ont, peut-être à travers cette exposition universelle, l'opportunité de réfléchir et de tisser de nouveaux axes et de nouvelles lianes de coopération. C'est aussi l'ambition de cette exposition d'être un carrefour de la diplomatie et des échanges, puisque le thème de cette exposition en anglais se définit autour de la formule suivante: Connecting Minds, Creating the Future. Et donc derrière ces échanges susciter une génération de marchands de paix et de prospérité. Ce sujet est d'autant important parce que ce décor de blé que vous avez ici n'est autre que le pavillon Ukraine qui est représenté à l'exposition universelle de Dubaï. Alors peut-être que vos grands-mères ont appris à tricoter le fameux point de blé. Eh bien, le pavillon Ukraine entend connecter les points. L'Ukraine intelligente, Smart Ukraine Connecting Dots est le thème qui a été choisi pour le pavillon ukrainien, dans lequel figure notamment un vélo électrique pouvant parcourir 380 km après une seule charge, une imprimante 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie, reflétant ainsi le caractère unique et la créativité des Ukrainiens. Ce pavillon Ukraine, j'en parle un tout petit peu au regard de l'actualité, présente un champ de blé créé à partir de vrais épis de blé, de nanoblé et de blé numérique. Et cette solution démontre symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir en harmonie avec la nature et le progrès technologique. C'est un sujet extrêmement intéressant qui peut avoir aussi un lien avec la lumière. Ukraine intelligente, point de connexion. Le pavillon organise également un programme de divertissement comprenant des défilés de mode, des séminaires thématiques et des performances créatives. Pour aller plus loin et pour parler de cette lumière, évoquons aussi le rôle que jouent dans cette exposition universelle des grands joailliers, des diamantaires. Et je voudrais vous parler notamment d'un partenariat qui s'est mis en place entre Cartier et le pavillon des femmes, qui a été dédié à un voyage sur l'impact des femmes pour créer un monde meilleur. Le partenariat avec Cartier n'est pas tout à fait ne doit rien au hasard, puisque vous savez qu'à Dubaï, le commerce de la perle a toujours été très florissant. Et la présence de Cartier au Golfe Persique est particulièrement ancienne et illustre en quelque sorte l'Eldorado qu'avait identifié un certain nombre de bijoutiers français qui, reconvertis dans l'immobilier, vont aussi transformer totalement l'avenue des Champs-Élysées et certains de ces hôtels particuliers pour en faire ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, ce pavillon des femmes qui est exposé porte un message universel. Lorsque les femmes s'épanouissent, l'humanité s'épanouit. Et à travers une exposition qui s'appelle Nouvelles Perspectives, le pavillon des femmes invite les visiteurs à célébrer et découvrir le rôle joué par les femmes à travers l'histoire, en présentant des contributions ainsi que des défis auxquels les femmes du monde entier sont encore confrontées. Et le pavillon cherche en avant à mettre un principe important: lorsque les femmes s'épanouissent, l'humanité s'épanouit. Alors, Cartier a aussi une histoire intéressante autour de la résilience, la résistance, puisque vous savez qu'une broche, Cartier avait été un symbole très important pendant l'occupation. Jeanne Toussaint, directrice artistique de Cartier, s'était vivement opposée à l'occupation allemande à travers la broche d'un oiseau en cage. Et dans les vitrines du magasin de la rue de la Paix, et non loin de l'état-major allemand installé au RIS,
trônaient en 1942 des broches représentant un oiseau en cage. Je vais y revenir un peu plus tard, puisqu'ici, vous voyez l'oiseau sorti de sa cage au moment de la libération. Et Cartier avait été aux côtés du général de Gaulle et était très largement identifié comme un grand soutien des forces alliées, en lien également avec Franklin Roosevelt. Et le général pouvait compter sur l'aide de Cartier, qui lui avait offert les sièges, les ports de son siège londonien, son arrivée à Londres en 1940 et lui avait aussi permis d'enregistrer certains de ses discours. Coco Chanel a eu un rôle important pour libérer notamment Jeanne Toussaint, la directrice de la création de Cartier, qui avait été inquiétée par les nazis et était en partie intervenue grâce à son entre-gens. Lorsque Paris a été libéré en 1944, l'oiseau est sorti de sa cage pour orner différents bijoux célébratoires et une broche créée en septembre de la même année dans laquelle chante et entouré de l'inscription 1945 sera meilleur. Et sur cette date, justement, on pouvait apparaître un rossignol qui sortait de sa cage. Alors, est-ce que l'année 2022 sera meilleure, comme pourrait laisser présager ce si bel oiseau que vous voyez sur le croquis? Je pense que ce qui est intéressant pour les expositions universelles et la thématique de la lumière, c'est comment finalement ce thème qui est si inclusif, le thème des lumières, peut aussi avoir un impact très fort et dans l'inclusion de nouveaux publics, promouvoir aussi des formes de leadership qui sont insuffisamment valorisées dans l'espace public, et je pense en particulier aux femmes. Je voudrais aussi vous dire que l'exposition, que le pavillon des femmes à Dubaï est une innovation qui est revenue aux sources d'une première initiative qui avait été lancée lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893 et qui avait ouvert un premier pavillon des femmes qui s'appelait à l'époque le Woman Building, qui comprenait un espace d'exposition, une salle d'assemblée, une bibliothèque. Et dans le hall d'honneur figurait cette devise: il faudra beaucoup de temps avant qu'une telle agrégation du travail des femmes, comme on peut le voir maintenant dans le Woman Building, puisse être à nouveau rassemblée de toutes les parties du monde. Ce pavillon des femmes est le fruit d'une implication très forte d'une franco-américaine qui s'appelle Berthe Honoré Palmer. Elle avait réuni autour d'elle des militantes de la ville de Chicago et il s'était engagé enfin à la création d'un Women Department for the Fair. Et ces activistes provenaient de diverses organisations de femmes impliquées dans la philanthropie, l'éducation et la lutte pour le droit de vote. L'investissement de Mrs. Potter Palmer est ici très largement mis en valeur dans les colonnes de plusieurs journaux de Chicago, dont celui que vous voyez ici à l'écran. Is Mrs. Palmer, Miss Potter Palmer, the only American woman who knows how to spend a fortune? Et effectivement, femme d'affaires, philanthrope, mécène, collectionneur américaine, elle était issue d'une famille française et son arrière-grand-père, Jean-Antoine Honoré, possédait la première ligne de bateaux à vapeur reliant Louisville à la Nouvelle-Orléans. Et son père, Henry Hamilton Honoré, a été un riche promoteur immobilier, ce qui a permis à cette femme de recevoir une éducation très soignée à Chicago et un goût sans doute prononcé pour l'architecture, puisqu'il existe toujours un hôtel historique qui appartient aujourd'hui à Hilton à Chicago, le Palmer House, qui a vu naître aussi beaucoup d'innovations. C'est au sein de cet édifice que le brownie, dessert typique des États-Unis, a été créé par un cuisinier de l'hôtel en 1893 à la demande de Bertha Palmer. Alors, vous retrouvez ici ce Woman Building avec un décor tout à fait lacustre qui pourrait faire penser au bord de Loire, à un décor tout à fait fluvial. Et effectivement, c'est tout à fait un
magnifique ensemble dans lequel 14 femmes architectes avaient soumis un projet lors de l'appel à candidature et le conseil d'architectes avait sélectionné celui de Sophie Hayden. Ce Women Building contenait des expositions de travaux de femmes dans différents domaines, allant des beaux-arts, des arts appliqués, la littérature, de la musique, aux sciences et à l'économie domestique. Vous avez ici des photos qui pourraient faire penser à un palais sur les bords de Loire, tout à fait magnifique et soigné. Ce palais fluvial a voyagé de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, pour inspirer aussi d'autres femmes. Et je voudrais citer l'expérience d'une Danoise qui s'appelait Sophie Oxholm et qui a voulu organiser une exposition de femmes à Copenhague qui a eu lieu en 1895. Et cette initiative a été une réussite et malheureusement engagé aussi beaucoup de frais et de dépenses. Et cette femme qui sera à l'initiative de cette transposition européenne sera malheureusement à l'issue de l'expérience de Copenhague criblée de dettes. Alors, d'autres messages sont aussi portés par des pavillons nord-américains, Canada, États-Unis, qui entendent aussi porter des messages universalistes sur la façon de favoriser la créativité, les innovations et les opportunités. Je termine sur l'influence nord-américaine des expositions universelles en vous parlant de celle qui s'était déroulée à Santiago en 1915, parce que la Loire est aussi un espace fluvial de navigation, de canaux, et l'exposition Panama-Californie avait été justement là pour valoriser l'importance du rôle de Santiago, premier port américain, sur la route des navires circulant vers le nord-ouest des États-Unis après le passage du canal. Nantes est jumelée aux États-Unis avec Seattle, dans l'État du Washington, et vous avez une exposition qui avait fait beaucoup de sensations qui s'appelait Century 21 et qui a laissé aussi plusieurs traces dans la ville de cette exposition universelle qui s'est déroulée en 1962 et qui a été l'occasion de rendre bénéficiaire le rayonnement de la ville. Un peu plus tard, et ça a été l'effet des expériences beaucoup plus récentes, de l'autre côté de la frontière de Seattle, jumelé avec Nantes, vous avez Vancouver au Canada qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver. Alors, comment de grands événements en Loire-Atlantique peuvent renouer avec cet esprit d'exposition universelle? Vous savez que les Jeux olympiques vont se dérouler à Paris en 2025. La Coupe du monde de rugby se déroulera avec une étape en Loire-Atlantique en 2023. Il y avait eu une candidature pour l'exposition universelle en 2025 qui avait été et qui n'est pas arrivée à son compte. Mais parlons de demain, et vous savez que Rome est candidate pour accueillir la prochaine exposition universelle de 2030. Et avant l'Italie, les Japonais entendent accueillir à Osaka, dans le Kansai, une grande région industrielle, une exposition universelle en 2025 en renouant avec une première édition qui s'était déroulée en 1960. L'exposition prévue à Osaka en 2025 peut avoir aussi beaucoup de liens avec Cordemais, avec l'estuaire de la Loire. Il s'agit de concevoir la société du futur et imaginer notre vie demain. Vous savez qu'un partenariat existe entre le château d'Osaka et le château des Ducs de Bretagne à Nantes. Et 3 sous-thèmes articuleront cette exposition: sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. Il s'agit, à travers l'île que vous voyez ici en photo, projet immobilier d'Alençon sur la mer, une île artificielle qui aura vocation à être un laboratoire vivant des peuples, un laboratoire pour la société de l'avenir. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette restitution vous donne envie de découvrir les prochaines expositions universelles qui se matérialiseront dans les années à venir. Vous avez ici mon adresse courriel si vous souhaitez recevoir les planches de cette conférence et je me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions et peut-être pour partager aussi vos remarques, vos inspirations, vos réactions. Peut-être que dans différents voyages, différents déplacements, vous avez aussi vu d'autres expériences
Et je serais très heureux aussi de vous entendre et peut-être également si vous avez des idées pour faire vivre cette fameuse thématique lumière, lumière. Merci à tous et maintenant place aux échanges.